sur le podcast Restez pas plantés là. Deuxième saison est toujours le même objectif, voyager dans le monde du végétal à travers les sciences. Lucia, tu es doctorante interdisciplinaire à l'interface entre la biologie et la géographie et tu t'intéresses aux questions de la perception de la sensibilité des plantes. Delphine, tu es ingénieure en biologie végétale, docteur en biologie cellulaire et tu es passionnée par les sciences et les plantes. Toujours les mêmes et toujours aussi enthousiastes à l'idée de vous donner un autre regard sur les plantes. Et cela à travers l'interview de chercheuses et chercheurs qui s'attellent petit à petit à éclaircir leur zone d'ombre. Mais aussi en vous concoctant des épisodes à la hauteur de leur extraordinaire diversité. Bonne écoute. Qu'est-ce que réellement une forêt ? Est-ce que ces forêts sont toutes les mêmes ou est-ce qu'il y a des différences liées à l'endroit où elles se trouvent sur notre planète ? Quels sont exactement les rôles de ces forêts ? Et existe-t-il vraiment des forêts primaires ? Bonjour Lucia. Bonjour Delphine. Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que nous allons nous lancer dans une expédition au cœur des forêts de notre planète. Qu'est-ce qu'on appelle une forêt primaire ? Est-ce qu'il existe différents types de forêts ? Qu'est-ce qu'on appelle une forêt ancienne ou récente ? Et quel est vraiment le rôle de ces forêts sur notre planète ? Est-ce qu'elles façonnent à ce point notre monde ? Oui, ce sont bien tous ces points, riches en surprises, que nous allons aborder dans cet épisode. Mais pourquoi s'intéresser aux forêts qui peuplent notre planète ? Alors s'il fallait une raison, ce serait d'abord parce que les forêts recouvrent 1/3 des surfaces émergées de notre planète. 1/3, c'est énorme. Évidemment, ce n'est pas homogène, car sur la planète, il y a des pays qui regroupent à eux seuls quasiment la plupart des forêts qui abritent la planète. Ces pays, ce sont le Brésil, bien sûr, avec une grande partie de la forêt amazonienne, le Canada, les États-Unis et la Russie. Une autre raison pour laquelle il est intéressant de se pencher sur ce que sont les forêts sur Terre, c'est parce que, évidemment, vous le savez, les forêts sont principalement constituées d'arbres, et que les arbres sont des plantes. Ok, le scoop de l'année. Et que de ce fait-là, bien oui, ils réalisent la photosynthèse. Alors la photosynthèse, ce phénomène qui, vous le savez, je l'imagine, et d'ailleurs, ça a été l'objet d'un épisode de podcast, si vous souhaitez en savoir plus, sur notre plateforme Restez pas plantés là. La photosynthèse, elle va produire le dioxygène que l'on respire et qui est à l'origine de toute cette biodiversité actuelle sur Terre, où la plupart des organismes sont oxygéniques. C'est-à-dire qu'ils respirent du dioxygène. Les forêts sont responsables d'une grande partie, avec le phytoplancton des océans, de cette production d'oxygène. Mais également, elles vont aider au stockage du carbone qui se trouve dans l'atmosphère, donc le dioxyde de carbone. Et en fait, grâce à la photosynthèse qui aura pour le rôle d'aider à transformer ce CO2 en biomasse, donc la biomasse c'est en matière organique, et cette matière organique, elle va être piégée soit dans l'arbre vivant, soit directement dans les sols. Et une autre raison qui nous motive à faire cet épisode, c'est simplement parce que les forêts sont peuplées de plantes, comme tu l'as dit Delphine, et que les plantes, elles représentent 80% de la biomasse de l'ensemble du vivant sur notre planète. À titre informatif, c'est 12% pour les bactéries, 2% pour les champignons, et pour nous, les animaux, en termes de biomasse, c'est 0,37% de l'ensemble du vivant. Impressionnant quand même. Quand on voit la place qu'on prend, ça fait réfléchir, l'impact qu'on a, oui, ça fait réfléchir. Alors savez-vous que le mot forêt y cache une histoire fascinante, bien plus riche qu'on pourrait le croire ? Plongeons dans son étymologie. Elle proviendrait probablement du bas latin silva, forestis. Ce terme désignait initialement un espace forestier dépendant du tribunal, le forum, relevant de la juridiction royale. Ainsi, la forêt n'était pas simplement un espace naturel, mais un territoire réservé, placé sous la protection exclusive du roi et soustrait à l'usage commun. Mais le mot forêt a connu d'autres significations, bien avant d'acquérir cette valeur juridique. Dès le IIe siècle, il apparaît dans des textes pour évoquer une vaste étendue peuplée d'arbres, un cadre presque mythique que l'on retrouve dans des bestiaires anciens. Puis, au IVe siècle, forêt prend une toute autre dimension en désignant une grande quantité d'objets longs et serrés, une image évoquant peut-être l'impression dense que impénétrable que procure un massif forestier. Cependant, son usage juridique dans les premiers écrits médiévaux confirme l'origine latine du mot forestis, lié à la justice royale, plutôt qu'un rapprochement avec le terme germanique
Frist, qui ferait référence à une simple plantation de sapins. Ainsi, à travers les siècles, le mot forêt raconte une histoire à la croisée des langues, des pouvoirs et des imaginaires, unissant nature, autorité et mystère. Une véritable invitation à explorer ces espaces avec un regard nouveau. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cet épisode. Alors, quelle définition pourrons-nous donner à la forêt au sens où on a envie de vous en parler aujourd'hui ? Ce serait une plantation, un lieu dans lequel se trouvent des arbres qui forment un écosystème à lui tout seul. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, une forêt n'est pas simplement un espace arboré. Pour être considérée comme telle, une superficie d'au moins 0,5 hectares, soit environ 5000 m² est requise. Cela équivaut à peu près à la taille d'un terrain de football. Mais ce n'est pas tout. Les arbres présents doivent pouvoir atteindre la hauteur d'au moins 5 mètres à maturité et tout le couvert arboré doit représenter au moins 10% de la surface totale et une largeur d'au moins 20 mètres. Son utilisation, bien sûr, ne doit être ni agricole ni urbaine et cette définition va d'ailleurs permettre de distinguer les véritables forêts des zones boisées plus clairsemées ou des espaces agricoles parsemés d'arbres. L'Agence de la transition écologique, quant à elle, adopte une approche plus détaillée en classifiant les espaces boisés selon leur superficie. Si une zone arborée mesure moins de 0,05 hectares, donc 500 m², elle est qualifiée de simple buisson. Entre 0,05 et 0,5 hectares, donc entre 500 m² et 5000 m², on va plutôt parler d'un bosquet. Et lorsque la superficie se situe entre 0,5 hectares et 4 hectares, on rentre dans la catégorie des bocteaux. Au-delà de 4 hectares, il s'agit d'un bois, et ce n'est qu'au-delà de cette superficie que l'on est véritablement face à une forêt. Cette catégorisation, elle va mettre en évidence la diversité des espaces boisés et elle souligne surtout l'importance de la superficie et de la densité arborée pour leur classification. Alors bien que les définitions varient selon les organismes, elles s'accordent toutes sur le fait qu'une forêt se caractérise par une étendue qui est significative d'arbres atteignant une hauteur notable à maturité. Ainsi, la présence d'arbres sur une surface suffisamment vaste va permettre de qualifier un espace de forêt. Alors ces définitions sont vraiment denses et intéressantes. Mais alors, une fois qu'on a donné ces définitions-là, justement, je trouve que ça nous dit rien de ce que c'est vraiment qu'une forêt, en fait. C'est vrai. Celle-ci, elle va dépendre de là où se trouve la forêt sur Terre, parce qu'il y a différents biomes de forêt. Un biome, c'est un milieu écologique étendu et homogène à la surface du globe terrestre. Donc un lieu lié au vivant, nommé à partir de la végétation et des espèces animales qui y prédominent et y sont adaptées. On peut dire grossièrement qu'il y a 4 biomes principaux sur Terre pour les forêts. En premier, on a les forêts tropicales qui représentent 45% des forêts mondiales, localisées plutôt en Indonésie et au Brésil. Ensuite vient la forêt boréale, avec 27% des forêts du monde, qui elles sont localisées en Russie ou au Canada. Et il y a aussi les forêts tempérées, qui représentent 16% des forêts, à l'image des forêts qu'on a en Europe. Puis, enfin, les forêts subtropicales, qui représentent quant à elles 11%. En réalité, si on veut être vraiment précise, c'est un petit peu plus complexe que ça, et on identifie beaucoup plus de biomes forestiers que ce que je viens de vous dire. En particulier, si on prend en compte les pluies annuelles et le pouvoir de l'évaporation, c'est-à-dire si on est dans des zones qui vont être plutôt arides, plutôt très humides ou semi-arides, et aussi selon la latitude, c'est-à-dire est-ce qu'on va plutôt être dans des zones très élevées montagneuses ou plutôt en vallée, eh bien on va se rendre compte que les milieux forestiers finalement vont recouvrir assez bien tous ces types de biomes et ça va de justement la forêt tempérée, la forêt humide, à la forêt tropicale, la forêt très sèche, la forêt subtropicale. Donc il va y avoir des types de forêts vraiment adaptés qui sont nombreux et qui correspondent à de nombreuses caractéristiques de biomes. On avait aussi envie de vous parler des exemples un peu particuliers, un peu moins fréquents, de forêts qu'on peut trouver sur le globe. Prenons l'exemple des mangroves. Ces forêts uniques, situées dans les estuaires des fleuves, où elles vivent littéralement les pieds dans l'eau. Elles évoluent dans un environnement d'eau saumâtre, un mélange entre eau salée et eau douce qui constitue un habitat rare et précieux. Les mangroves sont principalement composées de palétuviers, une famille d'arbres parfaitement adaptés à ces conditions extrêmes. Ces arbres ne sont pas seulement des survivants hors pair, ils abritent aussi une biodiversité incroyable. Poissons, crustacés, oiseaux et même des mammifères, tous dépendants de cet écosystème complexe.
On retrouve ces forêts tropicales remarquables principalement autour de l'équateur et dans les régions tropicales du globe. Elles ne se contentent pas de protéger les côtes de l'érosion et des tempêtes, mais elles jouent aussi un rôle clé dans le stockage du carbone et la régulation du climat. Ainsi, les mangroves ne sont pas simplement des curiosités naturelles, elles sont des trésors écologiques indispensables à la santé de notre planète et aux communautés qui en dépendent. D'ailleurs, je vous renvoie à un épisode de Restez pas plantés là, durant lequel nous avons interviewé Serge Zanvaux, chercheur en géographie, qui étudie justement les mangroves et la manière dont elles vont stocker le carbone. Exactement. Et il y a un autre type de forêt dont on voulait vous parler. Avez-vous déjà entendu parler des forêts urbaines ? Alors vous allez nous dire, les forêts urbaines, c'est pas des forêts, vous êtes bien gentils les filles. En fait, il y a quand même des définitions qui existent et on avait quand même envie de vous en parler. Alors ces espaces, bien que différents des grandes étendues boisées naturelles, ils vont jouer un rôle essentiel quand même dans nos vies, particulièrement en milieu urbain, bien sûr. Et si les puristes pourraient hésiter justement à les appeler forêts, leur importance écologique est indéniable. Ça, c'est sûr. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, donc c'est la FAO, une forêt urbaine est un système interconnecté regroupant toutes les surfaces boisées et arborées présentes dans les zones urbaines et périurbaines. Cela inclut les forêts proprement dites, mais aussi les arbres des rues, des parcs, des jardins et même ceux qui poussent sur des terrains abandonnés. Ensemble, ils forment ce qu'on appelle la trame verte, un réseau de végétation vitale au cœur de nos villes. Mais pourquoi en parler ? Parce que d'ici 2050, la population urbaine mondiale devrait presque doubler. Une croissance fulgurante qui s'accompagne d'un défi majeur, le réchauffement climatique. Avec la densité des constructions et le manque de végétation, les villes sont particulièrement vulnérables aux îlots de chaleur urbains. Ces zones où les températures grimpent en flèche en été, les forêts urbaines sont donc bien plus qu'un simple décor naturel. Elles aident à rafraîchir les villes, à réduire les émissions de CO2 et à améliorer la qualité de vie des citadins en fournissant de l'ombre, en filtrant l'air et en créant des espaces pour se ressourcer. J'avoue qu'il n'y a pas photo quand même, on voit directement la différence. Maintenant, plongeons dans l'ancienneté des forêts. Un aspect fascinant qui révèle bien plus que des paysages immobiles. Parmi elles, les forêts primaires, souvent appelées forêts vierges, captivent l'imaginaire. Ce sont des forêts qui n'ont jamais été modifiées par l'homme. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement, cette définition ? Et en quoi ces distinctions sont-elles importantes ? Alors commençons par différencier les types de forêts, selon leur ancienneté et leur gestion. Vous avez tout d'abord la forêt ancienne. Ces forêts, présentes depuis au moins le début du 19e siècle, en France, peuvent être gérées ou non par l'homme. Leur écosystème a eu le temps de s'établir durablement, même si elles ont été exploitées par moments. On a aussi la forêt récente. Donc ça, c'est une forêt qui a été issue de terres agricoles reconverties. Elles sont en place depuis seulement quelques décennies. Et la biodiversité qui s'y trouve va être une biodiversité qui va être non spécifique à la forêt, qui va être plus généraliste. Et il y a aussi les forêts jeunes. Ces forêts, exploitées et gérées intensivement, restent dans un état de jeunesse perpétuelle. Les pratiques, comme l'enlèvement du bois mort ou des arbres malades, vont empêcher leur vieillissement naturel, ce qui va entraîner un appauvrissement de la biodiversité. Donc ça, c'est 3 classifications. Anciennes, récentes, jeunes. Mais il y a d'autres classifications qui vont enrichir notre compréhension. Comme les forêts subnaturelles. Ça, ce sont des forêts qui abritent des essences d'arbres natifs et qui vont se régénérer spontanément sans intervention humaine, naturellement. Elles contiennent des éléments comme du bois mort, essentiel à la biodiversité. Et on a ces fameuses forêts primaires, qui sont des forêts subnaturelles, que je viens de citer juste avant, à grande échelle, donc à au moins 10 000 hectares, où aucun signe d'activité humaine n'a été détecté depuis plusieurs siècles, voire depuis la dernière glaciation, si on s'en tient à la définition. Ces forêts primaires représentent les écosystèmes les plus anciens et intacts de la planète. Et vous avez aussi les forêts anciennes discontinues. Bien qu'existantes depuis des siècles, elles ont connu des périodes de déforestation ou d'exploitation avant de se régénérer. Ces forêts témoignent de la résilience de la nature malgré les perturbations humaines. Alors pourquoi cette classification est-elle essentielle ? Tout simplement parce qu'elle reflète l'impact de l'homme sur ces écosystèmes et leur capacité à préserver ou perdre leur biodiversité. Les forêts anciennes et primaires, par exemple, sont des refuges irremplaçables pour une biodiversité
spécifiques et riches. Tandis que les forêts récentes ou jeunes, bien qu'importantes, toujours, offrent des habitats quant à elles moins diversifiés. Exactement. Et donc on voit qu'il y a une diversité quand même énorme des types de forêts. Et en Europe, la seule forêt qu'on estime être primaire, donc c'est ce qu'on estime finalement, parce que on peut se poser la question, est-ce qu'il existe encore vraiment des forêts primaires ? Eh bien, c'est celle qui se trouve en Pologne, à Białowieża. C'est une forêt que l'on considère primaire du fait de sa surface qui est importante, donc Lucia vient de vous le dire, et du fait qu'elle n'est pas gérée. Il y a de nombreux bois morts et toute une biodiversité associée à cette forêt qui se régénère donc naturellement. Pour finir sur cette petite partie sur les forêts anciennes, et donc ce qu'on entend par forêt ancienne, nous sommes super contentes de vous faire écouter une chronique d'étudiants de Master 2 de l'Université Paris-Cité. Et c'est Maxime Vattier, Ilan Yen, Gloria Payard et Jivika Ragava qui se sont attelés à vous décortiquer un article scientifique traitant de forêts anciennes. Et c'est Ilan que nous allons entendre. Bonjour à toutes et bonjour à tous. S'il y a bien une chose qui décore nos maisons et nous fait beaucoup parler chaque fin d'année, ce sont bien les sapins de Noël. Cultivés au sein de plantations industrielles et jetés dès le début janvier, ils nous incitent à réfléchir sur l'impact de notre gestion des forêts. Et c'est en ça que deux concepts s'opposent. Le premier, relatif à une gestion dite intégrative, considère qu'il est important de faire coexister au sein d'un même territoire les enjeux de biodiversité et de production de bois. Le deuxième, décrivant une gestion dite ségrégative, considère que ces deux enjeux ne peuvent coexister et qu'il est donc nécessaire de créer des réserves où la biodiversité peut évoluer sans être impactée par les activités humaines. Alors, traditionnellement, la conception d'une forêt riche sur le plan biologique repose sur son caractère ancien. Cependant, Laurent Larieux et ses collaborateurs nous invitent aujourd'hui à bousculer cette idée à travers un article publié en mars 2023 dans la revue Biological Conservation. L'objectif de l'étude est donc de comprendre ce qui caractérise l'existence de milieux écologiquement favorables afin de concilier, en pleine crise de la biodiversité, production et conservation de la richesse du vivant et de ses réseaux. Donc, la recherche prend place sur le versant nord de la chaîne pyrénéenne et se focalise sur 3 typologies de forêts. Donc, dans un premier temps, les forêts récentes, existant depuis moins de 150 ans, tout en étant exploitées de nos jours. Ensuite, nous avons les forêts anciennes, présentes sur les cartes datant de la moitié du 19e siècle, caractérisées par des massifs de forêts connectés entre eux. Et enfin, les forêts anciennes et matures, définies non seulement par les jussites, estimées comme existant depuis le milieu du 19e siècle, mais aussi par une diversité d'attributs de maturité, comme la présence de bois morts ou de très gros arbres. La présence ou non de ces forêts matures a été corrélée à certaines variables environnementales, comme par exemple l'altitude, le pannage moyen, la température ou encore le bilan hydrique, mais aussi à des variables sociologiques, comme le type de propriété ou la localisation géographique. Et en l'occurrence, les résultats sont sans appel. Les forêts matures sont clairement localisées à plus haute altitude, sur des versants pentus, davantage exposés au nord et bien souvent soumises aux gelées tardives. Avec ces paramètres environnementaux, nous pouvons facilement comprendre que ces dernières se situent majoritairement dans des milieux difficilement atteignables par les bûcherons et les machines. Du coup, en entraînant des surcoûts financiers, elles apparaissent donc rarement rentables aux yeux des exploitants. En plus, difficilement accessibles car éloignées des routes et chemins, ces forêts appartiennent historiquement aux communes dont la vocation n'est pas marchande. En l'absence de cette volonté de production de bois et de gestion de ce dernier, diminuant donc drastiquement les interventions humaines, ces forêts vieillissent, mais plus que cela, elles maturent lentement. Contrairement à celles d'ailleurs du secteur industriel qui ne connaissent pas cette évolution. Les résultats démontrent donc clairement que les milieux les plus diversifiés, en l'occurrence les forêts, sont ceux ne subissant pas les violences d'une exploitation axée uniquement sur la valeur marchande du déboisement. Alors certes, avoir des milieux écologiquement riches est une bonne chose, mais s'ils sont connectés entre eux, c'est encore mieux. Du coup, les chercheurs ont souhaité obtenir le niveau de connectivité entre ces forêts, c'est-à-dire le degré selon lequel le paysage facilite ou non le mouvement des espèces, qu'elles soient animales mais aussi végétales, entre différents habitats. C'est un paramètre central de la biodiversité. Cependant, ne représentant que 4% de la surface totale étudiée, le réseau de forêts matures se voit malheureusement fragmenté, ne laissant que quelques patchs disséminés. Les résultats de cette étude semblent montrer que la gestion des forêts a un impact préjudiciable sur ces dernières qui persistent au cours du temps. Mais la prudence est de mise. Certaines informations historiques complémentaires permettraient de savoir si les forêts matures ont été à un moment de leur existence exploitées ou non. Il est effectivement nécessaire de ne pas surinterpréter ce qui nous semble être une évolution naturelle, alors que ces forêts matures ont pu subir l'intervention humaine par le passé. Malgré tout, on peut tout de même constater qu'à l'heure actuelle, la conservation de la biodiversité ne peut coexister avec une gestion industrielle intense, et qu'il est donc nécessaire de repenser nos exploitations forestières. C'est ainsi, et pour clore ce podcast, qu'en 2021, le botaniste Francis Hallé écrivait dans son ouvrage pour une forêt primaire en Europe de l'Ouest les paroles suivantes.
La forêt mérite une définition ambitieuse, car c'est bien plus qu'une collection d'arbres vivants côte à côte. Ces arbres doivent appartenir à des espèces diverses et être d'âge varié. C'est pourquoi une plantation monospécifique dont tous les arbres ont le même âge ne doit pas être considérée comme une forêt. Je vous remercie pour votre écoute et à demain si vous le voulez bien. Merci à eux pour ce travail. Alors on vous a mis l'eau à la bouche. Les forêts ont un rôle majeur pour l'équilibre de notre planète. L'équilibre de la composition atmosphérique, l'équilibre climatique. Et on va voir les détails un petit peu plus précisément maintenant. Le premier rôle important des forêts sur Terre, dirons-nous, ça va être leur implication dans le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau sur Terre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le chemin que va parcourir l'eau sur notre Terre. En particulier, le fait que l'eau s'évapore des océans sous forme gazeuse, formant des nuages. Les nuages vont circuler dans la couche atmosphérique du globe. Ils vont entraîner des précipitations à certains endroits, jusqu'aux endroits les plus en altitude, au niveau des montagnes. Et là aussi, il y aura des précipitations. Tout au long de ce cycle de nuages de précipitations, l'eau s'infiltre également dans les sols et est stockée dans les nappes phréatiques et repart dans les rivières via les sources, pour enfin retourner à l'océan. Dans ce cycle de l'eau vont intervenir les végétaux, et en particulier les grandes surfaces végétalisées telles que les forêts justement. Les forêts vont absorber l'eau qui se trouve dans la terre par les racines et vont évapotranspirer cette eau, c'est-à-dire que d'une part l'eau va s'évaporer du sol où se retrouve l'arbre, la forêt, mais également l'eau va être transpirée des feuilles, des plantes via des petits trous sur ces feuilles qu'on appelle stomates et qui permettent les échanges gazeux. C'est par là que vont sortir ces molécules d'eau qui vont s'accumuler également dans le ciel sous forme de nuages. Ce phénomène d'évapotranspiration entraîne localement un phénomène de rafraîchissement, donc empêche un réchauffement local et participe aussi à une régulation de l'eau sur Terre, en particulier par la formation de ces nuages qui participent à la régulation du climat. Il y a des études qui montrent que l'évapotranspiration globale sur Terre liée aux forêts principalement est intimement liée aux précipitations globales, mais également à la hausse de température, montrant l'importance de l'implication des forêts dans cette régulation du climat de la planète. Ah oui, quand même. Quand même. Un autre rôle très important qu'on a un peu abordé, c'est le fait que les forêts stockent du carbone atmosphérique. Ce mécanisme vital repose sur la capacité des arbres à absorber le dioxyde de carbone, le CO2, on en entend tellement parler, et ce justement grâce à la photosynthèse. Ce carbone est ensuite emprisonné dans la biomasse vivante, notamment les feuilles, les troncs et les racines des arbres. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois que les arbres meurent, le bois se décompose et devient une source précieuse de stockage de carbone dans la litière forestière et les sols. Ces sols forestiers agissent comme de véritables réservoirs à long terme, retenant le carbone dans les plantes et donc dans les sols forestiers mondiaux, qui se situent au Brésil, en Russie, aux États-Unis et au Canada, et dans une moindre mesure en Indonésie et en Australie. Et on voit ici que c'est complètement corrélé à la présence des boisements forestiers dans ces régions-là, comme on a pu vous l'évoquer précédemment. Aux écosystèmes forestiers va être associée une biodiversité spécifique, très riche, d'autant plus riche que la forêt va être non exploitée, diversifiée et ancienne. De nombreux micro-organismes, champignons, bactéries, mais aussi virus, dans le cas de pathogènes, mais également des animaux, dépendent de cet écosystème-là, et d'autant plus que parfois ils sont associés à une espèce d'arbre en particulier. Si l'espèce d'arbre disparaît, alors, c'est toute la biodiversité associée à cette essence qui va disparaître. Et oui, et les écosystèmes forestiers rendent également ce qu'on appelle des services écosystémiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser ou profiter des ressources qu'apporte la forêt. Par exemple, tout ce qui est construction, bois de chauffage, ressources alimentaires, donc la cueillette. Ça peut être des services culturels comme l'inspiration artistique, l'éducation à l'environnement ou le loisir, entre autres. Malheureusement, et oui, il fallait qu'on écrive un petit peu là-dessus, mais malheureusement, les forêts sont mises en danger par les activités des êtres humains, et en particulier par le fait que ces activités ont entraîné un réchauffement de la planète, du climat, et ça de façon exponentielle. Cette mise en danger, elle se traduit principalement par une augmentation des températures qui va en fait diminuer la biomasse microbienne des sols forestiers. Encore une fois, les microbes. Si vous voulez en savoir plus justement sur ces relations, il y a l'interview avec Alia. Oui, Alia Delagi. Exactement. Les forêts font également face à des problèmes de sécheresse qui réduisent la production nette de biomasse et qui entraînent aussi, dans des cas vraiment importants, la mort. Qui fait que de nombreuses forêts aujourd'hui sont sénescentes. Avec cette augmentation de température et de sécheresse, on observe de plus en plus de feux de forêt naturels qui vont dévaster des milliers d'hectares.
Et ça a été le cas en 2023 au Canada, avec une forte augmentation des feux de forêt qui ravagent toutes les surfaces de forêt. L'augmentation de la quantité d'azote dans les sols, liée aussi principalement à la fertilisation des sols agricoles, va entraîner également des grosses conséquences sur les forêts, et en particulier le fait que ça va supprimer la décomposition de la biomasse et l'accumulation du carbone dans les sols. Enfin, on observe également une augmentation des maladies des arbres, qui sont plus vulnérables puisqu'ils souffrent de sécheresse, de chaleur, qui doivent y faire face et ce qui leur demande de l'énergie. Et pendant ce temps, on a des pathogènes qui sont dans des conditions, eux, favorables pour se développer. Comme si ça ne suffisait pas, les forêts réduisent également de surface du fait d'une déforestation massive, en particulier en Amazonie et en Indonésie. En Indonésie, d'une part, peut-être vous le savez déjà, parce que les forêts ont été remplacées par des cultures de palmiers à huile. Mais pour contrebalancer, il y a de petites notes d'espoir quand même, depuis quelques années, justement en Indonésie, où les politiques publiques ont pris le problème à bras-le-corps et ont régulé cette déforestation, ou empêché le remplacement de cultures de ce type-là. Ce qui a réduit fortement la déforestation, et donc c'est plutôt positif, même s'il y a toujours de la déforestation chaque année, mais elle n'est plus en progression. Sur une note plus joyeuse, nous arrivons à la fin de cet épisode où nous avons exploré quelques aspects seulement de ce que sont les forêts sur Terre. Production de dioxygène, abri pour une biodiversité riche, stockage du carbone, régulation du cycle de l'eau sur Terre. Les forêts, par leur diversité, leur richesse et leur spécificité, sont essentielles à l'équilibre de la vie sur Terre. Alors même que de nombreuses recherches montrent que cet écosystème apporte bien-être, santé mentale, diminution des pathologies physiques, l'être humain continue d'exploiter ces forêts et de raser même des forêts primaires jusqu'à ce jour préservées. Bon, c'est pas tout, mais nous, en tout cas, ça nous a donné envie d'aller nous y balader. On espère que vous avez passé un bon moment. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode et en attendant, restez pas plantés là.